Le véritable pouvoir ne se démontre pas en parlant, il se démontre en se taisant. Alors que beaucoup cherchent à être entendus, les plus forts choisissent le silence. Non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils n'ont plus besoin de convaincre qui que ce soit. La force silencieuse du stoïcisme ne crie pas, ne se défend pas, ne cherche pas l'approbation. Elle observe simplement, comprend et agit avec une maîtrise totale d'elle-même. Ce chemin ne consiste pas à feindre la sérénité, mais à la construire de l'intérieur. Apprendre à contrôler vos émotions avant qu'elles ne vous contrôlent. Garder le silence lorsque l'ego veut parler et rester ferme lorsque le monde essaie de vous provoquer. C'est là l'essence de l'autocontrôle. Choisir le calme alors que tout invite au chaos. Le stoïcien ne réagit pas, il répond. Il ne cherche pas à plaire, il agit avec authenticité. Il n'a pas besoin de démontrer car sa cohérence parle pour lui. Dans chaque décision, dans chaque limite qu'il établit sans discuter, dans chaque geste prudent, il démontre que le véritable pouvoir réside dans l'esprit, pas dans la voix. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à maîtriser cette force intérieure, à vivre sans dépendre du jugement des autres, à agir avec clarté et non avec émotion. Ces leçons ne sont pas des théories. Ce sont des attitudes qui se pratiquent, qui se ressentent, qui se démontrent dans le silence de chaque jour. Restez, car ce que vous découvrirez ici ne cherche pas à vous faire parler plus fort, mais à penser avec plus de fermeté et à vivre avec plus de présence. 1. Garde le silence avant de réagir. On dit que les incendies les plus dangereux ne sont pas ceux qui brûlent à la vue de tous, mais ceux qui se cachent sous la terre. Ils semblent éteints, mais ils sont toujours vivants, attendant le moment juste pour ressurgir. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque tu apprends à le maîtriser. Tu n'as pas besoin d'exploser, de crier ou de réagir. La véritable force réside dans la retenue. Dans cet instant, avant de répondre, où ton esprit décide si tu vas perdre le contrôle ou démontrer que tu l'as. Garder le silence avant de réagir est la première grande leçon du stoïcisme moderne et peut-être la plus difficile à appliquer dans un monde qui récompense l'impulsivité et punit le calme. Quand quelqu'un te provoque, ton ego exige de se défendre. Il veut avoir le dernier mot, prouver qu'il ne peut pas être humilié. Mais chaque fois que tu tombes dans ce piège, tu perds plus que tu ne le penses. Tu perds de l'énergie, tu perds de la clarté et surtout, tu perds du respect pour toi-même. Le stoïcien comprend que toute attaque ne mérite pas une réponse, car le silence communique aussi. Le silence n'est pas soumission, c'est domination. Celui qui réagit obéit à ses émotions. Celui qui garde le silence les gouverne. Arrête-toi une seconde avant de répondre. Cette seconde est ton entraînement, l'espace où tu sépares l'émotion du jugement, où tu observes sans t'impliquer. Marc Aurèle le disait avec sagesse, tu peux décider de ne pas avoir d'opinion. Cette phrase renferme une des plus grandes libertés humaines. Tu n'as pas à avoir une opinion sur tout, tu n'as pas à te défendre de tout, tu n'as pas à réagir à tout. La maturité commence quand tu comprends que ne pas réagir n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le silence n'est pas vide, c'est contrôle. Garde le silence, même quand tu as raison. Non pas parce que tu ne veux pas être entendu, mais parce que tu choisis ta paix plutôt que ton ego. La plupart des gens discutent pour gagner. Les sages se taisent pour ne pas se perdre eux-mêmes. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son destin. Dans ce silence conscient, tu commences à te connaître, à lire tes propres émotions, à comprendre ce qui te dérange et pourquoi. Tu deviens témoin de toi-même et quand tu peux observer sans réagir, tu as gagné plus de pouvoir que n'importe quel mot pourrait te donner. Pratiquer cette leçon nécessite de la discipline. Ce n'est pas un acte passif, c'est une action active de contrôle mental. Cela signifie contenir la colère, transformer la frustration en observation, convertir la provocation en apprentissage. Chaque fois que tu réussis à ne pas réagir, tu renforces ton esprit comme un muscle. Tu deviens plus conscient, plus lucide et moins vulnérable au chaos extérieur. Tu cesses d'être l'esclave des autres, car tu comprends que le contrôle n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Le silence n'est pas lâcheté, c'est la sagesse à l'état pur. Les faibles crient pour s'imposer, les forts se taisent pour se maîtriser.
La prochaine fois que quelqu'un cherchera à te provoquer, à te manipuler ou à te faire perdre ton calme, regarde-le sans colère ni orgueil. Souviens-toi que sa réaction est son reflet, pas le tien. Que tes émotions ne doivent pas être une réponse automatique au comportement des autres. Garde le silence et observe. Là, dans cet instant de quiétude, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que quand tu maîtrises ta réaction, tu maîtrises ta vie. Tu apprends à agir avec intention plutôt que de réagir par impulsion. C'est la différence entre le sage et le commun, entre celui qui gouverne son esprit et celui qui est gouverné par lui. Le silence ne te rend pas invisible, il te rend impénétrable. Et celui qui apprend à le maîtriser devient quelqu'un qui ne cherche plus à contrôler le monde parce qu'il a conquis le plus difficile, se contrôler lui-même. 2. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. La mer peut sembler calme en surface, mais sous sa tranquillité se cachent des courants capables de couler des navires entiers. Ainsi sont les émotions. Invisibles, silencieuses, mais puissantes. Si tu ne les connais pas, elles t'emportent. Si tu les comprends, elles te propulsent. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les réprimer ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie comprendre leur origine, regarder leur cause et décider si elles méritent de te gouverner ou non. L'homme qui se laisse emporter par sa colère, sa peur ou sa tristesse perd le contrôle de sa direction, tandis que celui qui maîtrise ses émotions apprend à naviguer même au milieu de la tempête. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe en dehors de toi, mais tu peux contrôler ta réaction à cela. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans leur destin, mais dans leur réponse. Lorsque tu permets à une émotion de te posséder, tu te déconnectes de ta raison et tu remets le pouvoir de ton esprit à ce qui se passe à l'extérieur. Mais lorsque tu réussis à t'arrêter, à observer et à décider comment agir, tu deviens une menace pour ceux qui vivent en réagissant. L'autocontrôle n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse en action. Chaque émotion apporte un message. La colère peut révéler une injustice, la peur peut signaler une limite, la tristesse peut te montrer quelque chose que tu apprécies. Les ignorer n'est pas la solution, ni les laisser te dominer. La clé est de les reconnaître sans leur obéir. Tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. Lorsque tu prends du recul, tu peux les transformer. La colère devient courage. La tristesse devient réflexion, la peur devient préparation. C'est l'alchimie émotionnelle que les sages pratiquent, sans en parler. Maîtriser tes émotions nécessite de la pratique. Commence par le quotidien. Quand quelqu'un t'irrite, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand tu sens que l'orgueil te pousse à discuter. Au lieu d'exploser, respire. Non pas pour échapper, mais pour observer. Cette pause te donne du pouvoir. Elle te permet de répondre avec l'esprit, pas avec la blessure. Les émotions perdent de leur force lorsque tu les regardes sans les juger, lorsque tu les laisses passer sans les identifier comme faisant partie de ton identité. Un stoïcien ne se définit pas par ce qu'il ressent, mais par ce qu'il décide de faire avec ce qu'il ressent. Cette différence marque la limite entre le chaos et la clarté. Tu ne peux pas empêcher le vent de souffler, mais tu peux ajuster tes voiles. Tu ne peux pas éviter de ressentir de la colère ou de la tristesse, mais tu peux décider de ne pas rester là. La vie ne consiste pas à éliminer les émotions, mais à ne pas les laisser diriger ton gouvernail. Pratiquer cette maîtrise émotionnelle te rend imprévisible, non pas parce que tu caches ce que tu ressens, mais parce que tu ne réagis plus comme les autres s'y attendent. Personne ne peut te manipuler si tes émotions ne sont pas un bouton facile à presser. Celui qui maîtrise ses émotions vit à un niveau supérieur de liberté, car il ne répond plus à l'impulsion, mais à l'intention. Souviens-toi de ceci, l'émotion est le messager, pas le maître. Écoute-la, comprends-la et laisse-la partir. Ne t'accroche pas à ce qui est venu seulement pour t'apprendre quelque chose. Le jour où tu comprendras cela, tu cesseras d'être l'esclave du monde extérieur et tu commenceras à être le maître de ton monde intérieur. C'est là la véritable force. Celle qui n'a pas besoin de crier pour s'imposer, car son pouvoir réside dans l'équilibre, non dans la réaction. 3. Pratique la réserve émotionnelle.
Il y a des portes qui s'ouvrent facilement et d'autres qui ne s'ouvrent que lorsque tu démontres que tu sais prendre soin de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne l'esprit d'une personne sage. Elle ne révèle pas tout. Elle n'expose pas chaque pensée ni ne montre chaque sentiment à n'importe qui. La réserve émotionnelle n'est pas de la froideur ni de la méfiance, c'est de l'intelligence émotionnelle à son stade le plus mature. Nous vivons à une époque où les gens ressentent le besoin de tout raconter, d'exposer leur vie, leurs blessures et leurs réussites pour se sentir exister. Mais lorsque tu livres tes émotions au public, tu leur donnes aussi le pouvoir de te détruire avec elles. Pratiquer la réserve émotionnelle, c'est choisir consciemment quoi partager, quand le faire et avec qui. C'est comprendre que tout le monde ne mérite pas d'accéder à tes pensées les plus profondes, car tout le monde ne saura pas les comprendre. Un stoïcien ne se cache pas, mais il ne se dénude pas non plus devant n'importe quelle oreille. Sa force réside dans sa prudence. Il parle quand c'est nécessaire, se tait quand ce ne l'est pas et maintient son centre stable même lorsqu'on le provoque. La réserve n'est pas un masque, c'est un filtre qui protège la paix intérieure. Quand tu apprends à ne pas réagir immédiatement, à ne pas avouer tes peurs à n'importe qui, à ne pas montrer tes blessures comme des trophées, tu deviens plus fort. Non pas parce que tu te renfermes, mais parce que tu comprends que le silence protège ce que les mots pourraient endommager. Chaque émotion que tu partages avec la mauvaise personne devient une arme qui peut être utilisée contre toi. Et celui qui a été trahi par une confiance mal placée sait que toutes les vérités ne doivent pas être dites et que tous les sentiments ne méritent pas d'être montrés. Le stoïcisme enseigne que l'intérieur est sacré. Tes pensées, tes émotions, tes batailles n'ont pas besoin d'être exposées pour être validées. Lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation par une vulnérabilité mal comprise, tu découvres une nouvelle forme de liberté. Tu ne te soucies plus de savoir si on te comprend ou non, parce que tu comprends quelque chose de plus profond. Ta valeur ne dépend pas de la compréhension des autres, mais de la maîtrise que tu as de toi-même. La réserve émotionnelle ne signifie pas fermer son cœur, mais l'utiliser avec sagesse. Savoir quand parler à partir de l'émotion et quand laisser le temps parler pour toi. C'est une forme de respect envers ton esprit, de maturité envers ton âme. Celui qui contrôle ce qu'il montre contrôle son énergie. Et dans un monde où tout le monde expose ses émotions sans mesure, celui qui apprend à les garder calmement brille d'une force différente. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que l'explosion, la prudence plutôt que la confession, tu entraînes ton esprit à agir à partir de la conscience, non de la nécessité. Toutes les pensées ne méritent pas de devenir des mots. Toutes les émotions ne doivent pas être traduites en gestes. Les mots peuvent être des chaînes si tu les utilises sans soin, mais le silence peut être ton bouclier si tu sais quand l'appliquer. Apprends à observer sans annoncer ce que tu vois, à ressentir sans montrer ce que tu ressens, à comprendre sans avoir à tout expliquer. Cette réserve n'est pas un isolement, c'est un pouvoir intérieur. C'est ce qui distingue celui qui se maîtrise de celui qui cherche une validation constante. Lorsque tu maîtrises cette pratique, ta présence change. Tu n'as plus besoin que les autres sachent ce que tu penses ou ressens pour affirmer ton existence. Ton énergie parle pour toi, sans exposition, sans excès, sans bruit. Pratique la réserve émotionnelle tous les jours. Écoute plus, parle moins, observe sans porter de jugement, partage seulement avec ceux qui l'ont mérité. Parce que lorsque tes émotions cessent d'être un spectacle public et deviennent une forteresse privée. 4. Poser des limites sans discuter. Un mur ne se construit pas avec des cris, il se construit avec de la pierre et du silence. C'est ainsi que sont les limites de celui qui a appris à se valoriser. Elles ne sont pas annoncées, elles sont imposées avec cohérence. Dans un monde où tout le monde essaie de dépasser la ligne de l'autre, les limites sont un acte de respect envers soi-même. Vous n'avez pas besoin de les expliquer ni de les justifier, car celui qui vous respecte ne les remet pas en question. Il les comprend. Apprendre à poser des limites sans discuter est un art que peu de gens maîtrisent. Mais ceux qui y parviennent découvrent une tranquillité qu'aucun argument ne peut offrir. L'erreur la plus courante est de croire que fixer des limites implique de confronter ou de convaincre. Ce n'est pas le cas.
Une limite n'est pas une bagarre, c'est une décision. On ne crie pas, on démontre. Le silence est souvent la frontière la plus solide. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre à la manipulation, de ne pas accepter ce qui vous dérange, de ne pas céder à ce qui viole votre paix, vous élevez des murs invisibles qui protègent votre énergie. Non pas pour vous isoler du monde, mais pour vous conserver entier à l'intérieur de celui-ci. Un stoïcien comprend qu'il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même face à eux. Si quelqu'un insiste pour franchir vos lignes, vous n'avez pas besoin de vous épuiser à discuter. Il suffit de ne pas participer. L'absence communique aussi, et parfois elle en dit plus que n'importe quel mot. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du mal. C'est l'essence de la limite silencieuse. Vous n'avez pas besoin de vous rabaisser pour vous faire comprendre. Il suffit de rester ferme dans votre position, même si l'autre ne l'accepte pas. Poser des limites sans discuter est une pratique de maîtrise de soi et de dignité. Cela signifie dire non sans culpabilité, se retirer sans drame et agir sans se justifier. Celui qui vit avec clarté ne cherche pas l'approbation pour protéger sa paix. La personne qui a besoin d'expliquer trop sa décision n'a pas encore compris sa propre valeur. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de pourquoi vous choisissez de vous prioriser. Il suffit de le faire. Vos actions soutiennent votre parole lorsque votre parole ne suffit plus. Chaque fois que vous défendez votre espace avec calme, vous renforcez votre caractère. Les limites n'enseignent pas seulement aux autres comment vous traiter, elles vous rappellent aussi qui vous êtes et ce que vous n'êtes plus prêt à tolérer. Il ne s'agit pas de créer de la distance, mais de construire du respect. Et le respect commence par vous. Personne ne vous le donnera si vous ne l'établissez pas d'abord. Celui qui ne fixe pas ses limites devient un terrain libre pour les invasions émotionnelles des autres. Il y a ceux qui se fâchent quand vous vous affirmez, mais cela ne révèle que combien ils bénéficiaient de votre manque de limites. Ne vous excusez pas pour grandir, pour parler moins, pour vous éloigner de ceux qui confondent votre calme avec de la faiblesse. Le stoïcien ne cherche pas l'acceptation, il cherche la cohérence. Il sait que la limite n'a pas besoin d'approbation, seulement de consistance. Tant que vous maintenez votre comportement ferme, les autres finiront par s'adapter ou s'éloigner. Dans les deux cas, vous gagnez. Ne discutez pas avec celui qui n'écoute pas, n'expliquez pas l'évident. N'essayez pas de justifier ce qui naît du respect de soi. Les limites se montrent, elles ne se demandent pas. Si vous devez les forcer, ce ne sont pas des limites, ce sont des supplications. Et vous n'êtes pas ici pour supplier qu'on vous respecte. Vous êtes ici pour montrer que vous vous respectez. Lorsque vous y parviendrez, vous verrez comment votre environnement change. Les conversations deviennent plus propres, vos relations plus authentiques et votre esprit plus tranquille. Parce que celui qui apprend à poser des limites, sans discuter, ne réagit plus au bruit des autres. Il suit seulement son propre compas. Et c'est là le véritable signe de maturité. Agir sans avoir besoin de s'imposer, garder son calme, sans perdre sa force et laisser le respect parler pour vous. 5. Sois authentique, ne joue pas. Le miroir ne ment jamais, il ne fait que refléter ce qui est devant lui. Pourtant, certains passent leur vie à essayer de le tromper, adoptant des gestes, des sourires et des mots qui ne leur appartiennent pas. Ils jouent pour être acceptés, ils se façonnent pour plaire et dans ce processus, ils perdent ce qu'ils ont de plus précieux, leur authenticité. Être authentique ne signifie pas se rebeller contre le monde, mais arrêter de se trahir soi-même. Dans une société où beaucoup préfèrent paraître plutôt qu'être, l'authenticité est devenue un acte de courage. Le stoïcisme enseigne que la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais est la base de la liberté. Prétendre te lie, être toi te libère. Mais il n'est pas facile de rester fidèle à ton essence lorsque l'environnement récompense l'imitation. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à nous conformer, à dire ce qui est correct, à nous habiller d'une certaine manière, à nous comporter comme les autres s'y attendent. Ce que personne ne te dit, c'est que pendant que tu essaies d'être accepté, tu t'éloignes de ta vérité. Tu ne peux pas construire la paix intérieure si tu vis en jouant un rôle.
Être authentique ne signifie pas être parfait ou montrer constamment de la force. Cela signifie être honnête avec toi-même, reconnaître ce que tu ressens, agir selon tes valeurs et accepter que tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Lorsque tu décides d'arrêter de jouer, tu décides aussi de perdre l'approbation de beaucoup. Mais cette perte est un gain plus grand. Tu retrouves ta dignité. Les masques fatiguent, l'authenticité repose. Prétendre est un poids, être toi est la liberté. Ne cherche pas à t'intégrer, cherche à être cohérent. La cohérence attire le respect, l'acte de jouer génère la méfiance. Celui qui joue pour impressionner finit par se vider, car tout ce qu'il obtient dépend d'une version fausse de lui-même. Celui qui se montre tel qu'il est peut perdre des gens, mais il ne se perd jamais lui-même. C'est la différence entre vivre pour les yeux des autres et vivre avec un but. L'authenticité ne consiste pas à dire tout ce que tu penses, mais à faire en sorte que ce que tu dis soit vrai. Il ne s'agit pas de montrer tes blessures, mais de ne pas cacher tes principes. C'est parler calmement, agir sans masque, garder la même essence quel que soit le lieu ou la compagnie. Les authentiques ne cherchent pas à être acceptés, ils cherchent à être compris. Et s'ils ne le sont pas, ils continuent leur chemin, car ils ne dépendent pas de la validation pour soutenir leurs valeurs. Quand tu es authentique, tu arrêtes de concourir. Tu n'as plus besoin de te comparer, car tu comprends que chaque personne a son propre processus. Tu te concentres sur l'amélioration, pas sur l'impression. Tes mots deviennent plus fermes, tes gestes plus clairs et ton énergie plus stable. Les gens ressentent la différence entre celui qui joue et celui qui vit selon sa vérité. L'authenticité n'a pas besoin de présentation, elle se perçoit. La pratiquer demande du courage. Le courage de décevoir les attentes, de rester fidèle à ce que tu crois même si personne ne le comprend, de ne pas te plier par peur de la critique. L'authentique ne craint pas d'être jugé, il craint de se trahir. Et ce principe le protège du bruit et de la manipulation. Parce que quand tu ne prétends pas, personne ne peut te contrôler. Alors sois authentique, ne joue pas. Laisse tes actions être cohérentes avec tes pensées. Que ta voix reflète ta vérité et que ta présence ne dépende pas des applaudissements. L'authenticité ne cherche pas à plaire, elle cherche la paix. Et quand tu la trouves, tu comprendras que le respect le plus important n'est pas celui qui vient de l'extérieur, mais celui que tu ressens pour toi-même lorsque tu ne joues plus aucun rôle. 6. Laisse tes actes parler pour toi. L'écho n'a pas de voix propre, il ne fait que répéter le son qu'il entend. C'est ainsi pour la plupart des gens. Ils parlent, promettent, donnent leur avis, mais leurs paroles ne résonnent pas car elles n'ont pas de poids. Les mots perdent de leur valeur lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des actes. En revanche, les actes sont impossibles à falsifier, car ils révèlent ce que tu es réellement, pas ce que tu prétends être. Laisser tes actes parler pour toi, c'est comprendre que la véritable autorité ne se construit pas avec des discours, mais avec de la cohérence. Nous vivons dans un monde où tout le monde parle trop et fait trop peu. Les réseaux, les conversations et les espaces sont remplis d'opinions vides et de promesses que le vent emporte. Mais l'action reste le langage le plus puissant qui existe. Elle n'a pas besoin de traduction, elle ne requiert pas d'explication et elle ne cherche pas l'approbation. Le stoïcien sait que celui qui parle beaucoup cherche à convaincre, tandis que celui qui agit en silence a déjà décidé de son chemin. Laisser tes actes parler pour toi n'est pas être passif, c'est être stratégique. C'est choisir le chemin de la cohérence plutôt que celui du bruit. Quand tu fais plus et expliques moins, ta présence devient plus solide, ta parole plus crédible. Tu n'as pas besoin de justifier tes décisions si tes résultats les soutiennent. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de défendre ta philosophie est de vivre selon elle. C'est là l'essence du pouvoir silencieux, agir au lieu de parler. L'action a une force que les mots ne pourront jamais égaler, car elle démontre la maîtrise, l'engagement et le but. Si quelqu'un doute de toi, n'essaie pas de le convaincre, montre-lui ta constance. Si on ne croit pas en tes intentions, que tes actes le révèlent avec le temps. Rien ne désarme autant un sceptique que de voir que tu as peu parlé et beaucoup accompli. Le respect se gagne lorsque tu cesses de promettre et commences à exécuter. Mais il y a un piège à éviter, agir pour être vu.
Tes actes perdent de leur valeur lorsque leur motivation est l'approbation. Tu ne fais pas les choses pour prouver que tu peux, tu les fais parce que c'est la bonne chose à faire. La différence est énorme. La première nourrit l'ego, la seconde construit le caractère. Un stoïcien n'agit pas pour impressionner, il agit pour évoluer. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche la croissance. Sa satisfaction vient de l'effort silencieux, pas des applaudissements publics. Chaque action cohérente avec tes valeurs renforce ton identité. Chaque mot vide l'affaiblit. C'est pourquoi le silence combiné à l'action est une formule imparable. Tu n'as pas besoin de dire que tu es discipliné, ça se voit. Tu n'as pas besoin de dire que tu changes, ça se ressent. Tu n'as pas besoin d'expliquer que tu es concentré, tes résultats le crient pour toi. Celui qui se concentre sur l'action n'a pas le temps d'en parler, et c'est là sa force. Laisse ta vie être ton message. Que tes habitudes parlent plus fort que tes opinions, que tes résultats soient ton argument et que ta discipline soit ta carte de visite. Il ne s'agit pas de vivre dans l'ombre, mais de construire sans avoir besoin d'être vu. Les véritables réalisations ne naissent pas du bruit, elles naissent du travail silencieux. Quand tu apprends cela, tu découvres une paix profonde. Tu ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu laisses les autres parler pendant que tu avances. Tu deviens une personne qui inspire sans le chercher, qui enseigne sans parler, qui dirige sans s'imposer. Car dans un monde plein de paroles creuses, l'action cohérente est une forme de résistance. Et ceux qui maîtrisent cet art laissent une empreinte sans faire de bruit, car ils ont compris que le silence de celui qui agit vaut plus que 1000 discours de celui qui ne fait que promettre. 7. Prends soin de ton cercle intérieur. Les racines ne sont pas visibles, mais elles déterminent si un arbre grandit ou se flétrit. Il en va de même pour ton cercle intérieur. Les personnes qui t'entourent sont le sol sur lequel ton esprit repose. Si ce sol est contaminé par la négativité, la critique ou l'envie, ta croissance s'affaiblit, même si tu as les meilleures intentions. Prendre soin de ton cercle n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Parce que personne n'évolue entouré de ceux qui ne croient pas au changement. Le stoïcisme enseigne que l'environnement influence l'esprit plus que nous ne l'admettons. C'est pourquoi Marc Aurèle avertissait que l'âme se teint de la couleur des pensées qui l'entourent. Si tu vis près du bruit, tu finis par répéter le bruit. Si tu t'entoures de calme, l'esprit apprend à respirer. C'est pourquoi prendre soin de ton cercle intérieur ne concerne pas la quantité, mais la qualité. Tu n'as pas besoin de foule, tu as besoin de compagnie qui apporte de la clarté, pas de la confusion. Ton cercle n'est pas seulement composé de personnes, mais aussi de ce que tu consommes, de ce que tu écoutes, de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Chaque conversation, chaque contenu, chaque habitude laisse des traces dans ton état mental. C'est pourquoi protéger ton environnement, c'est protéger ton équilibre. Si tu passes du temps avec quelqu'un qui se plaint de tout, tu finiras par te plaindre. Si tu t'entoures de quelqu'un qui agit avec discipline, tu apprendras la discipline. L'énergie est contagieuse, aussi bien la bonne que celle qui te vide. Prendre soin de ton cercle implique de prendre des décisions inconfortables. Tu ne peux pas avancer tout en portant des liens qui ne te renvoient que de la fatigue. Tu ne peux pas garder ton esprit clair si chaque jour tu absorbes le chaos. Il ne s'agit pas de juger, mais de reconnaître que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas changer, ni partager ton énergie avec quelqu'un qui ne la valorise pas. La maturité arrive quand tu comprends qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de détruire ta paix. Un cercle sain n'est pas composé d'admirateurs ou de suiveurs, mais de personnes qui te défient avec respect, qui te corrigent sans t'humilier et qui se réjouissent de tes progrès sans ressentir d'envie. Ces connexions sont rares, mais quand tu les trouves, tu dois les protéger comme un trésor. Le stoïcien comprend qu'il n'a pas besoin de beaucoup, il a besoin de vrai. Il préfère un silence honnête à une foule fausse. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie. Il y a ceux qui n'apparaissent que quand cela les arrange, ceux qui cherchent tes lumières pour couvrir leurs ombres, ceux qui confondent ton calme avec de la faiblesse. Apprendre à leur fermer la porte ne te rend pas froid, cela te rend conscient. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sélection. Parce que ce que tu laisses entrer dans ta vie définit la direction de ton esprit.
Prends soin aussi du cercle que tu formes avec toi-même. Ton dialogue interne fait partie de cet environnement invisible. Si tu te parles durement, tu te flétris. Si tu te parles avec respect, tu fleuris. Parfois, le cercle le plus polluant n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est pourquoi, avant de demander de la loyauté, sois loyal envers toi-même. Avant d'exiger du respect, respecte-toi. Avant de chercher de la compagnie, apprends à apprécier ta propre présence. Prendre soin de ton cercle intérieur est un acte continu. C'est revoir quelles conversations t'élèvent et lesquelles t'épuisent, quels liens t'inspirent et lesquels te retiennent. Et une fois que tu l'as fait, tu comprends quelque chose qui change tout. Tu n'as pas besoin d'être entouré de beaucoup de gens pour te sentir accompagné. Tu as juste besoin de t'entourer de vérité. Parce que lorsque ton environnement vibre en paix, ton esprit trouve sa direction. Et lorsque ton cercle est solide, ton silence devient une force, pas une solitude. 8. Vis le présent, non pour impressionner. L'horloge ne s'arrête pas pour voir qui la regarde. Elle remplit sa fonction en silence, marquant le passage du temps sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. C'est ainsi que la vie devrait être vécue, avec présence, non avec prétention. Mais la plupart des gens sont plus occupés à paraître bien qu'à l'être vraiment. Vivre pour impressionner est une prison invisible qui draine l'énergie et vous déconnecte de ce qui est le plus important, le moment présent. Lorsque tu vis en fonction du regard des autres, tu t'éloignes de ton propre regard intérieur. Le stoïcisme enseigne que la vie se passe maintenant, pas dans l'opinion des autres. Chaque fois que tu essaies de prouver ta valeur, tu perds un fragment d'authenticité. La paix commence lorsque tu arrêtes d'agir pour être admiré et que tu commences à agir pour être en harmonie avec toi-même. Il n'y a rien de plus libérateur que de ne pas avoir besoin d'être vu pour te sentir précieux. Celui qui vit en fonction de la validation des autres vit en esclave du jugement des autres. Celui qui vit dans le présent, en revanche, trouve une stabilité qui ne dépend pas des applaudissements. Le présent est le seul espace où tu peux réellement influencer. Le passé n'existe plus, l'avenir n'est pas encore arrivé. Pourtant, beaucoup sacrifient leur sérénité en essayant de projeter une image, de construire une histoire qui impressionne les autres. Ils cherchent à paraître réussis, heureux, forts, mais ce besoin est une forme de vide. Lorsque ton attention est portée sur la façon dont tu es perçu, tu oublies de vivre ce qui se passe réellement. Tu ne peux pas profiter d'un moment si ton esprit est occupé à penser à comment il sera vu de l'extérieur. Vivre le présent n'est pas te déconnecter du monde, c'est vivre de l'intérieur. Cela signifie savourer la conversation, sans penser à comment elle sonnera, profiter de la journée sans te soucier de la capturer en photo, agir sans penser à qui te regarde. C'est la pureté du maintenant, le pouvoir de l'attention pleine. Le stoïcien comprend que chaque seconde de présence est un acte de maîtrise de soi, une victoire contre la distraction. Quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner, ton énergie change. Ton esprit se calme, tes actions coulent, ton authenticité ressurgit. Tu ne cherches plus l'approbation, tu cherches la connexion. Tu ne prétends plus avoir tout sous contrôle, tu reconnais ce que tu ressens. Et tu avances avec sérénité. Le présent devient ton refuge, pas une scène pour montrer. Et dans ce calme, tu découvres que tu n'as pas besoin de grandes choses pour te sentir comblé. Tu as juste besoin d'être vraiment là, où ton corps et ton esprit coïncident. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que d'être toi-même, dans un monde qui t'invite constamment à être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de sagesse plus profonde que de profiter de ce que tu as pendant que tu l'as. Vivre le présent est une forme de résistance, car pendant que beaucoup courent après les apparences, tu choisis de rester dans la vérité du moment. Alors arrête d'impressionner et commence à habiter ta vie. Tu n'as pas besoin de prouver le succès, la force ou le bonheur. Tu as juste besoin d'être, de ressentir, d'agir en cohérence. Chaque respiration consciente, chaque pensée concentrée, chaque silence choisi te rend du pouvoir. Parce que quand tu vis dans le présent, le bruit s'éteint, la comparaison se dissout et l'authenticité émerge. Et à cet instant, sans le chercher, tu deviens quelqu'un qui inspire non par ce qu'il montre, mais par la paix qu'il transmet.
Quand quelqu'un utilise ton passé contre toi, il ne cherche pas la vérité, il cherche le pouvoir. Il veut te voir justifier ce que tu as déjà surmonté, te rabaisser au niveau où tu es tombé une fois. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le passé ne fait mal que lorsque tu ne l'as pas encore pardonné. Une fois que tu l'acceptes, il cesse d'être une arme et devient un bouclier. Les gens peuvent te rappeler tes erreurs, mais ils ne peuvent pas décider de qui tu es maintenant. Et c'est à ce moment-là que tu reprends le contrôle. Tu ne réponds pas pour gagner une discussion, tu réponds pour ne pas te perdre toi-même. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Le silence n'est pas une soumission, c'est une stratégie. Parce que celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise la situation. Cette vidéo ne vise pas à te défendre, mais à t'apprendre à ne pas avoir besoin de défense. Elle te montrera comment garder ta dignité quand quelqu'un essaie de te blesser avec ton histoire, comment transformer la culpabilité en croissance, et comment transformer chaque attaque en une preuve de force intérieure. Si quelqu'un t'a déjà fait sentir prisonnier de ton passé, ce message est pour toi. Reste jusqu'à la fin parce qu'après cela, tu sauras comment répondre avec une telle sérénité que celui qui essaie de t'attaquer ne fera face qu'à sa propre frustration. 1. Réponds avec calme, pas avec impulsivité. Une étincelle ne brûle pas une forêt, mais une réaction incontrôlée peut le faire. Il en va de même avec les mots. Une seule réponse impulsive suffit à détruire ce que des années de croissance ont construit. Lorsque quelqu'un utilise ton passé contre toi, il le fait en espérant que tu perdras le contrôle. Il attend que tu te défendes, que tu exploses, que tu montres que tu es toujours la même personne que tu étais. Et si tu tombes dans ce jeu, tu lui donnes exactement ce qu'il cherchait, du pouvoir sur toi. Le calme est ta meilleure stratégie. Non pas parce que le silence résout tout, mais parce qu'il te permet de voir ce que l'autre ne voit pas. La personne qui attaque à partir de ton passé le fait à partir de son insécurité. Elle utilise tes erreurs comme une arme parce qu'elle ne sait pas comment faire face à sa propre histoire. Et si tu réponds avec impulsivité, tu renforces son illusion de supériorité. Mais si tu réponds avec sérénité, tu révèles quelque chose qui le déstabilise, que tu n'es plus le même, que tu as changé et que sa manipulation ne fonctionne plus. Répondre calmement ne signifie pas rester silencieux par peur, cela signifie maîtriser le moment. Avant d'ouvrir la bouche, respire, observe, pense, demande-toi « Cela mérite-t-il mon énergie ?» La plupart du temps, non. Le calme te donne de l'espace pour choisir la réponse. Et choisir, c'est avoir du pouvoir. Ne pas réagir est l'acte le plus élevé de contrôle émotionnel qui existe, car il montre que tu n'as rien à prouver. Il y a un type de force qui ne se voit pas mais se ressent. C'est la force de celui qui écoute une provocation et ne bouge pas, de celui qui supporte une tentative d'humiliation sans perdre son sang-froid. Cette force naît de la compréhension que personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton permission. Et quand tu maîtrises cette vérité, toute tentative de manipulation devient inutile. Celui qui crie perd, celui qui réagit en premier aussi. Mais celui qui reste calme oblige l'autre à se confronter à lui-même. Dans ce silence inconfortable, l'attaquant est exposé car sans ta réaction, son intention s'effondre. Le calme n'est pas passivité, c'est le pouvoir dans sa forme la plus pure. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Je n'ai rien à te prouver ». Si tu contrôles ton impulsivité, tu contrôles la direction de la conversation. Si tu gardes ton calme, tu transformes la provocation en une opportunité de montrer ta maturité. C'est la différence entre réagir et répondre. Réagir, c'est agir à partir de la blessure. Répondre, c'est agir à partir de la conscience. Le premier alimente le conflit, le second le dissout. Au fond, l'objectif n'est pas que les autres changent, mais que tu ne recules pas. Chaque fois que tu choisis le calme sur l'impulsivité, tu renforces ton pouvoir intérieur. Chaque fois que tu choisis de penser avant de répondre, tu montres que ton esprit ne se laisse plus emporter par l'émotion. Et cela, même si cela n'est pas dit à haute voix, se ressent. La prochaine fois que quelqu'un utilisera ton passé contre toi, souviens-toi de ceci. Celui qui a besoin de te rappeler qui tu étais, craint qui tu es maintenant.
Regarde-le avec sérénité, pas avec colère. Car la véritable vengeance du sage n'est pas de détruire l'autre, mais de continuer à grandir pendant que l'autre stagne au même endroit. Garde ton calme, et le temps se chargera de montrer qui a vraiment changé. 2. Accepte ton histoire sans honte. Les cicatrices ne disparaissent pas, mais elles cessent de faire mal lorsque tu apprends à les voir comme des médailles. Les gens qui utilisent ton passé contre toi s'attendent toujours à ce que tu aies honte, que tu baisses les yeux, que tu te sentes coupable de ce que tu as été autrefois. Mais la vérité est que personne n'atteint la maturité sans trébucher. Si tu es debout aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, tu es tombé, et si tu es tombé, c'est parce que tu as eu le courage d'essayer. Accepter ton histoire ne signifie pas la justifier, mais reconnaître que grâce à elle, tu es devenu quelqu'un de plus fort, plus conscient et plus authentique. La honte est l'arme préférée de ceux qui n'ont pas guéri. Ils te font rappeler ce que tu as fait de mal, parce qu'ils ne supportent pas de te voir en paix avec cela. Mais quand tu apprends à regarder ton histoire sans culpabilité, les autres perdent leur pouvoir sur toi. Ce qui te blessait auparavant devient une leçon. Ce que tu cachais auparavant te construit maintenant. L'acceptation ne te rend pas faible, elle te rend libre, car elle montre clairement que tu ne vis plus au même endroit d'où il te reproche d'être sorti. Accepter ton passé sans honte signifie reconnaître que tu as été imparfait, que tu as commis des erreurs et que ces erreurs ont été le prix de ton évolution. Cela signifie ne pas cacher ce que tu as vécu, mais l'utiliser comme preuve de ta croissance. Celui qui nie son passé est condamné à le répéter, mais celui qui l'assume apprend à ne pas trébucher 2 fois sur la même pierre. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux décider de la signification que tu lui donnes. C'est le pouvoir de l'autocontrôle, transformer le souvenir en sagesse et non en fardeau. Quand quelqu'un mentionne ton passé dans le but de te blesser, regarde-le sans réaction. Ressens-le à l'intérieur, mais ne le résiste pas. Souviens-toi que seul te fait mal ce que tu n'as pas encore accepté. Et si tu l'acceptes, il se désintègre. Accepter ton histoire ne signifie pas dire « c'était bien », mais dire « cela ne me définit plus ». Cette simple phrase sépare ton identité de tes erreurs et te rend le contrôle de ton esprit. Celui qui a honte obéit. Celui qui accepte transcende. La plupart des gens sont prisonniers de leur propre passé parce qu'ils n'ont jamais osé l'affronter de face. Ils vivent en cachant des fragments d'eux-mêmes, feignant la perfection pour ne pas être jugés. Mais celui qui n'a plus peur de son histoire vit sans chaîne. Il peut parler de sa chute avec la même sérénité qu'il parle de sa victoire. Et cela intimide ceux qui se mentent encore sur leur propre reflet. Accepter ton histoire ne te rend pas immunisé contre le jugement des autres, mais te rend invulnérable à celui-ci. Parce que même si les autres ont une opinion, tu as déjà fait la paix avec ce que tu étais. Il n'y a plus de honte qui te lie, ni de culpabilité qui te dirige. Ce que tu cachais auparavant avec peur, tu le partages maintenant avec fierté, parce que tu comprends que seul celui qui a vécu son obscurité peut comprendre sa propre lumière. Chaque erreur du passé a été une leçon que tu n'aurais pas pu apprendre autrement. Chaque erreur t'a façonné, t'a poussé à te réveiller, à mûrir, à briser le moule. Et maintenant que tu comprends cela, il n'y a plus de place pour la honte. Celui qui tente de te rappeler ton passé se confronte à quelqu'un qui en a déjà fait une partie de sa force. Lorsque tu acceptes ton histoire sans honte, tu ôtes tout sens à l'attaque. Personne ne peut utiliser contre toi quelque chose que tu ne nies plus. C'est la liberté du sage. Regarder en arrière sans peur, parler du passé sans culpabilité et vivre dans le présent avec une totale cohérence. Parce que peu importe qui tu étais, ce qui compte vraiment, c'est qui tu es lorsque tu n'as plus besoin de le cacher. 3. Fixe des limites et respecte-les. Il y a des gens qui, tout comme les chiens qui testent la clôture, s'approchent juste pour voir jusqu'où ils peuvent aller avant que tu ne les arrêtes. Si tu ne fixes pas de limites, tôt ou tard, quelqu'un franchira la ligne et blâmera ton silence pour l'avoir permis. Quand quelqu'un utilise ton passé contre toi, il le fait parce qu'il perçoit qu'il peut le faire. Il essaye parce qu'il remarque que tu ne l'arrêtes pas. Et si tu ne fixes pas de limites,
tu finis par supporter le manque de respect que tu as toi-même toléré. Établir des limites n'est ni froideur ni orgueil, c'est de la clarté. Cela signifie que tu sais ce que tu acceptes et ce que tu ne fais pas, que tu reconnais ta valeur et que tu n'es pas prêt à la diminuer pour maintenir une relation ou éviter un conflit. Celui qui n'a pas de limite devient un terrain libre pour l'abus émotionnel. Et dans la vie, si tu ne définis pas le respect, quelqu'un d'autre le fera à sa convenance. Les limites ne se crient pas, elles se démontrent. Il ne suffit pas de dire « ne me parle pas comme ça », mais de ne plus le permettre plus d'une fois. Il ne suffit pas de demander du respect, il faut se retirer quand on ne le donne pas. La cohérence est la véritable force derrière une limite. Parce que si tu établis une règle et que tu la brises toi-même, tu perds toute autorité sur ta propre parole. Quand tu restes ferme, l'autre le ressent. Il peut t'accuser d'être dur. Il peut te dire que tu as changé, mais ce malaise est le signe que ton énergie n'est plus disponible pour être utilisée. Et c'est ce qui dérange le plus ceux qui vivent du contrôle des autres. Ton calme et ta fermeté sont une barrière que la manipulation ne peut pas franchir. Respecter tes limites n'est pas de la vengeance, c'est de la protection. C'est dire au monde « je ne suis plus le même que celui qu'on pouvait blâmer sans réponse ». C'est te regarder dans le miroir, avec la certitude que maintenant tu décides ce qui entre dans ta vie et ce qui n'y entre pas. Les limites ne t'éloignent pas des gens, elles te rapprochent de ta paix. Et la paix ne se négocie pas. Il y aura ceux qui essaieront de te faire sentir coupable d'avoir des limites. Ils diront que tu es devenu distant, que tu exagères, que tu étais plus compréhensif avant. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que tu étais plus facile à manipuler avant. Ne tombe pas dans ce jeu. Avoir des limites ne signifie pas perdre de l'empathie. Cela signifie que tu as appris à mettre ton bien-être en premier. Les gens qui te respectent n'ont pas besoin que tu leur fixes constamment des limites, car ils comprennent les leurs. Mais ceux qui n'en ont pas testeront les tiennes encore et encore. C'est pourquoi, plus que de parler, il faut agir. Chaque fois que tu dis assez et que tu le respectes, ton esprit se renforce. Ton estime de toi grandit parce qu'elle comprend que cette fois-ci, tu t'es choisi. Le respect commence lorsque tu fais clairement comprendre que tu ne reculeras pas par peur de perdre quelqu'un. Parce que si pour maintenir un lien, tu dois accepter la maltraitance, ce n'est pas un lien, c'est une prison. Et si pour conserver la paix des autres, tu dois détruire la tienne, tu ne vis pas, tu obéis. Fixer des limites est un acte d'amour de soi que peu comprennent, mais que tous ressentent. C'est la façon la plus silencieuse de dire plus jamais. Parfois, tu n'as pas besoin de discuter ni d'expliquer, juste de prendre de la distance. L'absence enseigne aussi. Et quand tu maintiens cette distance sans culpabilité, le message est clair. Le respect que tu n'as pas obtenu des autres, tu te le donnes maintenant toi-même. 4. N'attaque pas, contrôle. Les serpents les plus dangereux ne font pas de bruit avant d'attaquer. Ils observent, calculent et n'agissent que si c'est nécessaire. C'est la différence entre la réaction et le contrôle. Dans la vie, beaucoup confondent la force avec l'agression, comme si crier plus fort signifiait avoir raison. Mais le véritable pouvoir n'est pas de rendre le coup, mais de décider quand ne pas le faire. Contrôler tes impulsions face à celui qui essaie de te provoquer avec ton passé n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Celui qui maîtrise ses émotions n'a rien à prouver, car il a déjà gagné la bataille la plus difficile, celle de l'intérieur. Quand quelqu'un cherche à te faire sentir petit en rappelant tes erreurs, ce qu'il cherche vraiment, c'est à voir si tu es toujours vulnérable. Il espère que tu te mettras en colère, que tu exploseras, que tu perdras ton sang-froid. Parce que dès que tu le fais, tu cèdes le contrôle. Et quand tu perds le contrôle, tu perds le pouvoir. Mais si tu arrives à rester calme, si tes paroles sont mesurées et ton regard serein, l'autre personne est désarmée. Personne ne peut manipuler celui qui ne réagit pas. Attaquer est facile, se maîtriser ne l'est pas. Il faut plus de force pour contenir une émotion que pour la laisser sortir sans réfléchir. C'est à ce moment-là, quand tu sens la pression dans ta poitrine et l'envie de répondre avec colère, que se trouve l'épreuve. Ce que tu fais à ce moment-là définit si tu avances ou si tu recules.
Contrôler ne signifie pas se taire par peur. Cela signifie parler à partir de la raison et non de la blessure. C'est répondre avec conscience, sans laisser le passé te voler la tranquillité que tu as tant travaillé à construire. L'autocontrôle ne consiste pas à te réprimer, mais à choisir intelligemment. Si tu cries, tu te rabaisses au même niveau que celui qui t'a provoqué. Si tu te défends avec agression, tu transformes la vérité en bruit. Mais si tu parles avec sérénité, tu obliges l'autre personne à écouter. La voix ferme et contrôlée a plus d'impact que n'importe quel cri, car elle reflète un pouvoir intérieur. C'est le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de s'imposer, car il se ressent sans effort. Quand tu attaques, l'attention se déplace du message à l'émotion. Ton point de vue se perd dans la colère, et celui qui t'écoute ne perçoit plus ta raison, seulement ta réaction. Mais quand tu contrôles, chaque mot devient un coup précis. Tu ne détruis pas, tu enseignes. Tu ne blesses pas, tu exposes. C'est le style de celui qui n'a plus besoin de vengeance, parce qu'il a compris que la véritable victoire est de conserver la paix. Dans le stoïcisme, le calme est la plus grande expression de force. Marc Aurèle disait que l'esprit qui ne se trouble pas face aux insultes démontre sa grandeur. Cela ne signifie pas être indifférent ou insensible. Cela signifie avoir une vision plus élevée, un esprit qui ne se laisse pas entraîner par le chaos des autres. Celui qui maîtrise ses émotions devient inatteignable, car il ne se laisse plus guider par la provocation des autres. Le contrôle émotionnel ne te rend pas froid, mais libre. Libre du besoin de prouver quelque chose, libre de la peur de ce que diront les autres, libre du désir de gagner une discussion qui ne vaut rien. Cette liberté n'arrive pas d'un coup, elle se travaille. Chaque fois que tu choisis de ne pas attaquer, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu choisis de répondre avec calme, tu renforces ton autorité. Au fond, le contrôle est un respect de soi. C'est refuser de laisser quelqu'un décider comment tu vas te sentir ou agir. C'est rester ferme quand on veut te voir perdre l'équilibre. Parce que quand tu gardes ton calme, l'autre perd son pouvoir. Et c'est ce qui fait le plus mal à ceux qui vivent de la provocation. Ils n'ont pas besoin de tes paroles, ils ont besoin de ta réaction. Ne la leur donne pas. Apprends à te contrôler même quand tout en toi veut répondre. C'est la forme la plus élevée d'intelligence émotionnelle. Agir à partir de la force, pas du feu. 5. Protège ta paix, pas ton passé. Le feu ne discute pas avec le vent, il s'éteint simplement pour ne pas gaspiller d'énergie sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Tu devrais agir de la même manière lorsque quelqu'un essaie de t'entraîner dans des discussions inutiles sur ce qui s'est déjà passé. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en se battant, mais en s'éloignant. Les gens qui utilisent ton passé comme une arme le font pour perturber ta tranquillité, pas pour chercher la vérité. C'est pourquoi le véritable défi n'est pas de te défendre, mais de maintenir ta paix intacte lorsque l'environnement cherche à la briser. Ton passé n'a pas besoin de défense, car il a déjà rempli sa fonction. Il a été un enseignant, pas un juge. Ce que tu dois protéger maintenant, ce ne sont pas tes explications, mais ta stabilité. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, choisir le silence devient une forme de pouvoir. Non par lâcheté, mais par sagesse. Parce que tu comprends que celui qui a besoin de crier sa version n'a pas de paix, et celui qui a la paix n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Chaque fois que quelqu'un mentionne ton passé, il t'offre un piège déguisé en conversation. Si tu tombes dans le besoin de te justifier, tu donnes ton énergie. Mais si tu réponds avec sérénité, si tu choisis de ne pas entrer dans ce terrain, tu conserves ce que tu as de plus précieux, ton centre. La paix intérieure est comme une forteresse invisible. On ne la voit pas, mais elle protège tout ce que tu es. Et quand tu la perds pour défendre ton orgueil, tu finis par te vider, même si tu gagnes la discussion. Protéger ta paix implique d'apprendre à laisser les autres penser ce qu'ils veulent sans te sentir obligé de les corriger. La plupart du temps, les gens ne cherchent pas à te comprendre. Ils cherchent à confirmer leur version de toi. Ils veulent te garder dans le rôle qu'ils ont inventé parce que ta croissance les dérange. Mais tu n'es pas ici pour convaincre qui que ce soit, tu es ici pour continuer à avancer. L'opinion des autres ne paie pas tes nuits tranquilles, ni tes pensées ordonnées. De défendre constamment est une forme d'esclavage émotionnel. Quand tu ressens le besoin de tout clarifier,
de te justifier chaque fois que quelqu'un mentionne ton passé, tu montres que tu dépends encore de la validation des autres. Mais quand tu décides de garder le silence et de continuer à marcher, tu montres que tu as dépassé le besoin d'être compris. C'est la liberté, c'est la maturité. Le stoïcisme enseigne que rien d'externe ne doit perturber l'interne. Si tu laisses les paroles de quelqu'un perturber ta tranquillité, tu lui donnes le contrôle de ton esprit. Et le contrôle de ton esprit est la chose la plus sacrée que tu possèdes. Ta paix ne se protège pas en discutant, elle se protège en choisissant tes batailles. Il y a des situations qui ne méritent pas de réponse. Il y a des personnes qui ne méritent pas d'accéder à ton énergie. Quand tu protèges ta paix, tu commences à remarquer un changement en toi. Tu ne réagis plus de la même manière. Ce qui t'affectait auparavant ne t'affecte plus. Tu ne te soucies plus autant d'avoir raison. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité émotionnelle. C'est avoir compris qu'il y a des choses que l'on perd pour gagner en tranquillité. Parce que la paix ne s'achète pas, elle se construit. Elle se construit chaque fois que tu choisis de ne pas tomber dans les provocations. Chaque fois que tu lâches une discussion qui ne mène à rien, chaque fois que tu décides de ne pas expliquer ce qui est déjà clair pour toi. Le passé peut servir aux autres pour parler, mais seul toi décides s'il peut te perturber. Protéger ta paix n'est pas t'isoler, c'est te prioriser. C'est savoir que ta sérénité vaut plus que toute tentative de manipulation. Parce que quand l'esprit est calme, rien ni personne ne peut utiliser ton histoire contre toi. Et à la fin, c'est ce qui fait vraiment peur à ceux qui vivent du conflit, qu'ils ne réussissent pas à te faire perdre la paix que tu as tant lutté pour conquérir. 6. Transforme la culpabilité en croissance. Les graines ne germent que lorsqu'elles sont enterrées. Et il en va de même pour la culpabilité. Elle doit toucher le fond pour se transformer en quelque chose qui fleurit. La culpabilité, si elle n'est pas gérée, pourrit en toi et te lie au passé. Mais lorsque tu apprends à l'utiliser comme engrais, elle cesse d'être un poids et devient une impulsion. Il ne s'agit pas de nier ce que tu as fait, mais de le comprendre, d'apprendre et d'avancer. C'est la différence entre celui qui stagne dans le remords et celui qui évolue à travers lui. Lorsque quelqu'un utilise ton passé pour te faire sentir mal, il essaie de réveiller cette culpabilité endormie. Il veut te voir justifier, expliquer, te traîner émotionnellement pour des erreurs anciennes. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la culpabilité n'a de pouvoir que si tu le lui donnes. Une fois que tu acceptes que tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à ce moment-là, la culpabilité perd son sens. Elle cesse d'être une blessure ouverte et devient une leçon précieuse. La vraie croissance ne vient pas de la prétention à la perfection, mais de l'acceptation de tes chutes sans t'y enfoncer. Apprendre de la culpabilité signifie regarder le passé sans le rejeter, l'analyser sans te punir et te demander ce que tu peux construire à partir de cela. Si tu restes coincé dans le regret, tu répètes le cycle. Mais si tu comprends le message, tu brises la chaîne. Chaque erreur qui te poursuit veut simplement te rappeler une leçon que tu n'as pas encore fini d'apprendre. La culpabilité ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle peut se transformer en force. Cette transformation commence lorsque tu arrêtes de te punir et commences à agir différemment. Si tu as blessé quelqu'un, demande pardon et continue ton chemin. Si tu as échoué, améliore-toi. Si tu t'es trompé, apprends. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu as besoin d'évoluer. Personne ne peut utiliser ton passé contre toi si tu l'as déjà transformé en partie de ta sagesse. Les gens qui n'ont pas encore fait la paix avec leur histoire cherchent à te maintenir prisonnier de la tienne. Mais tu n'es pas obligé de porter une culpabilité éternelle pour plaire à ceux qui n'ont pas surmonté la leur. Transformer la culpabilité en croissance n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité émotionnelle. C'est décider que ta douleur aura un but, que tu ne resteras pas dans la phase de lamentation, mais dans celle de l'action. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas changer ce qui s'est déjà passé, mais nous pouvons décider quelle signification lui donner. Tu peux laisser la culpabilité te submerger ou l'utiliser comme un rappel de ce que tu ne répéteras plus. L'esprit discipliné ne se paralyse pas par ce qui a été. Il se concentre sur ce qu'il peut faire aujourd'hui. C'est cela la maturité émotionnelle.
regarder tes erreurs sans t'effondrer et les utiliser comme un tremplin pour ta prochaine version. Lorsque tu transformes la culpabilité en croissance, le passé cesse de faire mal parce qu'il a déjà rempli sa fonction. Ce n'est pas ce que tu as fait qui te définit, c'est ce que tu as appris. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te reprocher ce que tu as été, regarde-le avec sérénité et pense « Cela m'a déjà appris ce que je devais savoir ». Il ne s'agit pas de nier ton histoire, mais de reconnaître que tu l'as déjà surmontée. La culpabilité ne s'efface pas, elle se redirige. Chaque sentiment qui t'a un jour pesé peut devenir une raison d'être meilleur. Lorsque tu utilises la douleur comme guide, lorsque tu fais de tes erreurs une boussole, la culpabilité cesse d'être une punition et se transforme en croissance. C'est la différence entre vivre emprisonné dans le passé ou marcher libre vers l'avenir. Celui qui apprend de la culpabilité ne la craint plus, parce qu'il comprend que même ses erreurs ont travaillé en sa faveur. 7. Éloigne-toi quand il n'y a pas de respect. Les miroirs brisés continuent de refléter, mais ils déforment l'image. Il en va de même pour les relations où le respect a été perdu. Tu continues à voir la personne, mais tu ne vois plus clairement, seulement des fragments. Essayer de maintenir des liens où le respect n'existe pas, c'est comme boire de l'eau dans un verre fissuré. Ce qui reste de toi finit toujours par s'échapper. C'est pourquoi, quand quelqu'un utilise ton passé contre toi sans empathie ni considération, il ne mérite pas d'explication, il mérite de la distance. T'éloigner n'est pas une vengeance, c'est de l'hygiène émotionnelle. Il ne s'agit pas de couper par fierté, mais par dignité. Il y a des gens qui confondent le pardon avec la permission, et si tu les laisses faire, ils continueront à franchir tes limites. Mais quand tu décides de t'éloigner sans drame, sans cris et sans excuses, tu leur donnes une leçon que les mots ne peuvent pas transmettre. Ta paix n'est plus à vendre. Le respect ne se mendie pas, il se demande avec le comportement. Quand quelqu'un insiste pour te rappeler tes erreurs ou pour minimiser ta croissance, ce qu'il dit vraiment, c'est qu'il ne supporte pas de te voir évoluer. Et si tu choisis de rester, tu finis par ajuster ta lumière pour ne pas déranger son ombre. Mais quand tu t'éloignes, tu brises le cycle. Parce que le silence de celui qui parle à tête haute pèse plus que 1000 discussions essayant de te justifier. La distance ne signifie pas la haine, elle signifie la compréhension. Comprendre que tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui t'a fait douter de toi. Comprendre que l'amour sans respect est dépendance, et que rester là où on ne te valorise pas est une forme d'auto-abandon. Personne ne devrait avoir à supporter le poids de continuer à prouver son changement à quelqu'un qui ne voit que l'erreur que tu as commise. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de base pour rien. S'éloigner de quelqu'un qui ne te respecte pas fait mal, mais rester fait plus mal. Cela épuise ton âme, te vole de l'énergie et peu à peu te convainc que tu mérites ce traitement. Et non, tu ne le mérites pas. Le respect ne se gagne pas en criant ni ne s'impose par la peur, il se construit avec cohérence. Si l'autre personne ne peut pas voir la valeur de ton processus, alors elle ne mérite pas de l'accompagner. Le stoïcisme enseigne que le sage s'éloigne sans ressentiment. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend que son énergie est limitée. Il ne peut pas la dépenser à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Parfois, la plus grande preuve d'amour-propre est l'adieu. Parce que partir n'est pas abandonner, c'est te choisir. C'est arrêter d'expliquer aux autres que tu as changé et commencer à vivre comme preuve de cela. Le respect ne concerne pas seulement la façon dont on te parle, mais aussi la façon dont on te fait te sentir. Si une conversation te laisse épuiser, si une relation te force à te défendre constamment, si un environnement te fait douter de ta valeur, il est temps de prendre de la distance. Et cela ne fait pas de toi quelqu'un de froid ou d'insensible. Cela fait de toi quelqu'un qui a appris à mettre sa paix au-dessus de son besoin d'approbation. Ne t'excuse pas de t'éloigner. Tu n'as pas à justifier ta décision de te protéger. Celui qui te valorise vraiment comprendra ton silence et respectera ton espace. Celui qui ne le fait pas confirme pourquoi tu devais partir. Parfois, la distance ne sépare pas, elle éclaire. Elle t'enseigne qui est là par commodité et qui est là pour une connexion authentique.
Quand tu décides de t'éloigner là où il n'y a pas de respect, tu commences à attirer des relations où il y en a, parce que le respect que tu te donnes à toi-même établit la norme de la façon dont le monde te traitera. 8. Ta valeur ne dépend pas de ton passé. Les ombres sont toujours plus longues au coucher du soleil, juste quand le soleil est sur le point de tomber. Il en va de même pour la culpabilité, les erreurs, les jugements de ceux qui ne parviennent pas à surmonter leur besoin de te rappeler ce que tu étais. Ils essaient d'allonger ton ombre parce qu'ils ne peuvent plus obscurcir ta lumière. Mais ta valeur ne vient pas de ce que tu as fait, mais de ce que tu as choisi d'être après chaque chute. Si tu continues à regarder ton passé, tu oublies que c'est toi qui as décidé de te relever. La vraie valeur ne se mesure pas à la perfection, mais à la capacité de te transformer. Personne n'a l'autorité morale pour te définir par tes erreurs si tu les as déjà transformées en force. Lorsque tu acceptes que tes cicatrices racontent une histoire d'évolution, tu te libères du jugement des autres. Celui qui continue à pointer ton passé le fait parce qu'il n'a pas encore fait la paix avec le sien. C'est la différence entre celui qui avance et celui qui a besoin de te maintenir attaché à une ancienne version de toi. Ton passé fait partie de toi, mais il n'est pas toute ton identité. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, mais la conséquence de tes apprentissages. Les gens qui s'accrochent à tes échecs le font parce qu'ils ont peur de reconnaître ton changement. Et quand tu comprends cela, quelque chose en toi se libère. Tu n'as plus besoin de convaincre personne, ni d'expliquer ce qui est déjà évident. Ta vie actuelle parle plus fort que n'importe quel mot. Définir ta valeur à partir du passé, c'est comme juger un livre par son premier chapitre. Celui qui te regarde vraiment avec des yeux de maturité ne voit pas tes erreurs, il voit ta transformation. Mais même si personne ne le fait, l'important est que tu le saches. La reconnaissance la plus importante est celle qui vient de ta propre conscience. Si tu sais combien tu as grandi, tu n'as pas besoin de validation. Chaque fois que quelqu'un utilise ton passé comme une arme, souviens-toi que ce chapitre a déjà été fermé. Tu as appris, tu as changé, tu as évolué. Tu n'es pas au même point, tu ne penses pas de la même manière, tu ne ressens pas la même chose. Ce qui te faisait mal avant t'enseigne maintenant. Ce qui te faisait honte avant te rend fier aujourd'hui. Car c'était le point de départ de ta croissance. Le passé ne te définit que si tu refuses de le surmonter. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'est pas de ne pas échouer, mais de se corriger. Une erreur peut être une pierre ou une échelle. Cela dépend de ce que tu décides d'en faire. Si tu continues à permettre aux autres de te définir par tes échecs, tu vis piégé dans leur récit. Mais si tu choisis de te définir par ton présent, tu reprends le contrôle de ton histoire. Personne ne peut dire qui tu es mieux que toi. Ta valeur ne se mesure pas en opinion, mais en cohérence. Dans la façon dont tu agis quand personne ne te voit, dans la façon dont tu te tiens quand le monde te pousse. Celui qui se connaît lui-même ne craint plus le jugement des autres, parce qu'il comprend que l'esprit qui juge vit limité, tandis que celui qui apprend s'élargit. C'est pourquoi, chaque fois que tu entends des critiques sur ton passé, pense qu'elles ne parlent que du niveau où elles sont restées. Le passé peut faire mal, mais il n'a pas de pouvoir si tu l'as déjà transcendé. Ce que tu étais était nécessaire pour arriver à ce que tu es. Et ce que tu es aujourd'hui est encore en construction. Tu n'as pas besoin d'être rappelé pour tes erreurs, mais pour ta capacité à renaître. Ta valeur n'est pas dans ton histoire, mais dans ton progrès. Dans la façon dont tu continues à marcher même quand on te rappelle où tu as trébuché, parce que la personne qui se relève avec dignité après une chute vaut plus que celle qui n'est jamais tombée.